Bonsoir et bienvenue à l'émission présidentielle 2025 consacrée essentiellement au scrutin du 12 octobre prochain. Vous le savez, le corps électoral est donc invité à voter le président de la République. Ce sera dans 88 jours exactement. Les candidatures se multiplient, c'est ce que l'on observe, les positions se figent et l'unité semble difficile, plus difficile que jamais dans les rangs de l'opposition. Une fois encore, les Camerounais s'interrogent. Cette division est-elle une fatalité historique ou une stratégie calculée? Ce soir, nos invités en plateau viennent du RDPC, on attend encore Charles Lisan, du PCRN et du SDF. Ensemble, ils vont confronter leurs points de vue sur ce thème crucial. La pluralité des candidatures sert-elle ou affaiblit-elle notre démocratie? Déjà, je dis bonsoir à Mathurin Biol du SDF. Bonsoir, député Tombor. Bonsoir, mon copanéliste. Bonsoir, à vos téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Je dis également bonsoir à Marc Yaga du PCRN, conseiller municipal. Marc Yanga, pardon. Voilà. Marc Yanga du PCRN. Bonsoir, député. Bonsoir aux copanélistes. Je voudrais saluer vos millions de téléspectateurs. Je suis fier de représenter le PCRN ici. Et puisque nous sommes dans les civilités, permettez-moi de féliciter un digne fils de chez moi. Vous savez que hier, le chef de l'État a pris un certain nombre d'actes. Celui qui était jusqu'à hier colonel de l'armée, le colonel de la gendarmerie. Colonel Raymond Boumbissoué est devenu donc général de brigade. Général de brigade. On va fermer la parenthèse parce félicitations à lui. L'émission est essentiellement consacrée à la présidentielle. Oui, vous comprendrez. Ces civilités. Vous comprendrez mon embarras. Alors, cela dit, on dit évidemment toutes nos vives félicitations à tous ces officiers qui ont été promus et qui ont eu de nouvelles responsabilités, particulièrement au général, au désormais général de brigade, Boumbissoué, qui a donc été en plus affecté à la 3e région. Oui, à la 3e région, militaire. Vous n'avez pas laissé que je finisse. Voilà, du côté de... Dans la foulée, il a été affecté comme commandant de la 3e région de gendarmerie. Oui, alors cela dit, vous le savez également, l'émission, en sortie d'émission tout à l'heure, on va parcourir toutes vos interventions. Tout à l'heure, il y aura un numéro qui va s'afficher au bas de petit écran qui vous permettra d'échanger avec nous cette interactivité à travers des messages WhatsApp, qui c'est peut-être des questions au panel présent sur le plateau ou alors d'autres informations, vos participations, la réponse également au thème candidature multiple, opposition divisée, fatalité ou stratégie. On le saura tout à l'heure. Mais avant, je suggère à Adonis Yamen, qui réalise avec Maestra cette émission spéciale, de mettre la transition et on vient d'abord sur les faits d'actualité du jour. Première chose à relever, ce soir, nous sommes le 16 juillet 2025. 5 candidatures ont déjà été enregistrées, tout au moins, suivant le dernier point officiel fait par Elecam, on va les citer, Kissop Bertin du CPSJ. Lui, il a déposé sa candidature le 12 juillet dernier. Ensuite, Akere Mouna de Univers, il a déposé sa candidature aujourd'hui même, le 16 juillet. On a également Kamgang Tang Eric de Libération démocratique pour le changement républicain camerounais, LDCRC. Il a déposé sa candidature aujourd'hui. On a enregistré la première candidature d'âme. Première déclaration de candidature d'âme. Elle vient de Zé Andréné Geneviève. Elle a donc également déposé sa candidature aujourd'hui. Et enfin, on a une dernière candidature qui a été enregistrée, celle de Ngouet Jean Blaise, du président du mouvement patriotique pour le changement du Cameroun. Voilà les 5 candidatures à date pour cette élection présidentielle. Mais avant de poursuivre, développer, on va prendre qui c'est peut-être le premier élément de cette émission. On revient sur le point de la présidentielle au 15 juillet 2025. Reportage.
40 millions de francs CFA, c'est la somme collectée par des jeunes pour soutenir la candidature, 8e mandat de Paul Biya, 92 ans, et au pouvoir depuis consécutivement 43 ans. La somme promise le 13 février 2025, à l'occasion de l'anniversaire du chef de l'État, a été remise au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République ce 14 juillet, au palais d'Etoudi. 30 millions pour la caution de la candidature, 10 millions comme contribution à l'effort de campagne. La délégation des jeunes était conduite par Auguste Essomba Assé, le président du bureau national de l'OJ RDPC. Sans être exhaustif, les échos et les messages du terrain font état de ce que le président Paul Biya est et demeure l'homme politique le plus populaire du Cameroun, surtout parmi les jeunes. Je voudrais, au nom de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Paul Biya, vous dire merci. Merci du fond du cœur pour ce geste d'engagement, pour ce geste patriotique. Communiqué. Le collectif Sylvain Swap informe l'opinion que ce 14 juillet 2025, au nom et pour le compte du candidat déclaré à l'élection présidentielle 2025, le professeur Maurice Kamto, un recours devant le Conseil constitutionnel vient d'être déposé à la fin de constater l'inexistence en l'état du corps électoral convocable et à la prise des mesures de régularisation nécessaires pour ne pas affecter la sincérité du scrutin, voire des droits inaliénables des électeurs et ceux des candidats. Notons que ce n'est pas le premier recours du collectif SWAP qui, en janvier 2025, avait déjà saisi le Conseil constitutionnel pour demander la publication de la liste électorale. Les juges constitutionnels s'étaient déclarés incompétents, renvoyant le parti vers le tribunal administratif. Juillet 2025, le Conseil constitutionnel acceptera-t-il cette fois de statuer sur le fond ou alors servira-t-il une irrecevabilité fondée sur sa compétence limitée? Il entre dans l'histoire de l'élection présidentielle de 2025 comme le premier candidat déclaré à déposer son dossier de candidature. Au lendemain de la convocation du corps électoral, Bertin Kissop, président du Cameroun, Parti for Social Justice, a fait enregistrer son dossier à Elecam devant la commission chargée de recevoir les dossiers de candidature à l'élection présidentielle. C'était ce 12 juillet. Détenu à Kondengui depuis 2017 dans le cadre de la crise anglophone, Bertin Kissop avait déjà essayé par le passé d'être candidat. Dossier rejeté. À côté, l'institution précise que d'autres partis sont reçus. Ils ont surtout besoin de compléments d'information pour la constitution des dossiers de candidature. Notons que plus de 30 personnalités ont annoncé leur intention de se porter candidat en 2025. Tic-tac, tic-tac, l'heure tourne, plus que 7 jours pour déposer vos dossiers de candidature. L'air tourne certainement pour plusieurs. Léla Renganze, à Yaoundé, on y reste. Le MINAT, le ministre de l'administration territoriale, je le cite, le maintien de l'ordre en période électorale en contexte électoral au cœur des travaux de la conférence des gouverneurs, je l'ai dit donc. Le MINAT, Paul Atangandi, réunit les gouverneurs en ce moment pour cette conférence semestrielle. Les travaux se sont ouverts aujourd'hui. La préparation de l'élection présidentielle 2025 est au centre de cette rencontre. On va écouter un extrait du discours du ministre Paul Atangandi tout à l'heure. C'est avec le confrère de la télévision nationale. Que certaines personnes en quête de l'autorité ou des intellectuels éparpillés développent des thèses ou des arguments fallacieux, laissant croire que ce parti politique peut présenter un candidat à l'élection présidentielle. Je voudrais être clair à ce sujet, et je le dis d'autorité. Le parti politique qui avait boycotté le double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020 ne peut pas présenter un candidat à l'élection présidentielle de 2025. Toutefois, son promoteur ou mandataire social a la possibilité de recueillir les parrainages des élus dans les 10 régions, selon les dispositions des lois en vigueur. En ce qui nous concerne,
ce débat est désormais clos par le mandataire social de ce parti lui-même. Je demanderai à tout le monde, ou à ceux qui sont très intelligents, qu'il ne faut pas chercher à pleurer au deuil de quelqu'un d'autre, plus que celui qui est en deuil. Celui qui a boycotté les élections est dans une situation de deuil. Laissez face aux apprentis sorciers qui prêchent le boycott des élections et qui promettent l'épouvantail du chaos. Le Cameroun est un pays debout et solide. Le Cameroun est bien tenu grâce à la vigilance du chef d'État, son Excellence Paul Biya. Le Cameroun n'a pas été ébranlé lors de l'élection présidentielle de 1992. Le Cameroun ne sera pas ébranlé non plus avant et après le scrutin présidentiel de 2025. Le chef d'État, son Excellence Paul Biya, veille au grain. L'ordre public sera renforcé et maintenu avant, pendant et après le scrutin présidentiel. Les écarts de comportement, les discours de haine, la promotion du tribalisme, l'apologie du terrorisme seront sanctionnés avec la plus grande fermeté et sans état d'âme. C'était le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, à l'ouverture des travaux ce jour même à Yaoundé de la conférence semestrielle des gouverneurs. Restons toujours à Yaoundé pour parler du dépôt des candidatures avec notre reporter Olivier Bouziqueux qui a fait un tour à Elecam. Suivez plutôt. Ce mardi 15 juillet, au siège d'Elections Cameroun à Yaoundé, l'on enregistre toujours une seule candidature officiellement déposée, celle de Bertin Kissop, leader du Cameroun Party for Social Justice. Outre ce dossier déjà enregistré, plusieurs candidats ou représentants de candidats se succèdent au siège de l'institution pour prendre des informations sur les modalités de dépôt des dossiers de candidature. C'est le cas du parti Jouvence. Je suis commissaire général au compte du parti Jouvence, jeunesse camerounaise en politique. J'étais déjà ici il y a un mois. C'était pour, n'est-ce pas, savoir quelle était la procédure. Et on entendait dire qu'il fallait retirer, qu'Elecam devait produire des fiches pour, n'est-ce pas, l'obtention des 300 signatures à raison de 30 signatures par région. Les signatures, les fiches en question n'étaient pas encore disponibles et c'était encore en cours de production. Donc ils nous ont demandé de venir quand la convocation du corps électoral devait être faite par le chef de l'État, ce qui a été fait vendredi de la semaine passée. Donc j'étais là à Elecam aujourd'hui pour savoir quelle est la procédure et s'il y a des fiches effectivement. Et effectivement il y a des fiches. Ils m'ont remis les fiches que voici. Ouais. Donc, et aussi avec l'information de ce que on n'est pas, n'est-ce pas, obligé de... On peut, pour faciliter, on peut scanner et envoyer, n'est-ce pas, aux collaborateurs dans les régions. Et puis, on peut aussi s'adresser au niveau des régions, au niveau des départements, des antennes d'Elecam, même des arrondissements d'Elecam pour, n'est-ce pas, avoir les mêmes fiches. À la commission chargée de la réception des dossiers, l'on met les petits plats dans les grands pour que tout se passe dans de bonnes conditions. Pour l'heure, un seul dossier déposé sur une trentaine annoncé. Les candidats ont jusqu'au 22 juillet, soit 10 jours après la convocation du corps électoral le 11 juillet dernier, pour déposer leur dossier de candidature. Vous l'aurez donc compris, ce reportage date d'hier. À ce jour, on l'a dit dès l'entame de l'émission, 5 candidatures ont été enregistrées. On va découvrir également une autre actualité en images, celle de Jean de Dieu Momo, le président du PADEC. Par ailleurs, ministre délégué auprès du ministre de l'administration territoriale. Jean de Dieu Momo s'est donc rendu ce jour même au palais présidentiel dans le cadre des concertations engagées depuis plusieurs semaines déjà par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Il a reçu Jean de Dieu Momo et quelques cadres de son parti dans ce cadre-là. C'était donc tout à l'heure même au palais de l'Unité à Yaoundé. On va reprendre un autre élément à présent. Il s'agit du délégué régional Elecam du littoral qui depuis lundi déjà nous initie sur quelques axes majeurs
du code électoral. Cet après-midi, ce soir, on va parcourir comment, ou du moins, ce qu'il en est du dépôt des candidatures. En quoi est-ce que cela consiste-t-il? Je vous prie de suivre Bourdon, Serge Bourdon, au TIA, le régional et les CAM littoral. Il n'y a pas de conditions particulières pour déposer le dossier. Il faut effectivement que ce soit le candidat lui-même ou un mandataire. Donc il peut mandater quelqu'un pour déposer son dossier de candidature et nous allons enregistrer contre récépissé toutes les informations, tous les documents qui seront déposés et contre un récépissé de dépôt. Donc peu importe qui viendra déposer le dossier, ça peut être le candidat lui-même ou un de ses mandataires. Donc à notre niveau, nous relevons tout simplement les documents qui ont été déposés de façon contradictoire avec celui qui les a déposés et nous leur délivrons une attestation, un récépissé de dépôt de candidature. La loi a dit que les dépôts, les candidatures peuvent être déposés dans les délégations régionales de l'ECAM ou à la direction générale. Voilà les deux endroits. Peu importe où vous déposez, l'essentiel est que ce soit dans une délégation régionale ou à la direction générale des élections. Donc le problème ne se pose pas à ce niveau. Et je rappelle également que nous avons à notre niveau des documents concernant tous ceux qui veulent être candidats indépendants, notamment des documents qui leur permettent de recueillir les différentes signatures, 300 par 300, donc 10 par région. Donc ces documents sont également à notre niveau ici pour tous ceux qui veulent se lancer comme candidats indépendants. Les candidats indépendants sont ceux qui n'ont pas été investis par un parti politique ou alors qui n'avaient pas la possibilité parce que leur parti politique n'ayant pas un élu. Ils peuvent donc être présentés ils peuvent se présenter comme candidats indépendants. Donc, tout Camerounais peut se présenter comme candidat indépendant et même ceux qui appartiennent au parti politique également peuvent se présenter comme candidats indépendants si leurs partis politiques n'ont pas d'élus. Voilà donc qui est clair. Pour terminer cette phase d'actualité, on va faire un bref retour sur un événement qui a eu lieu samedi dernier avec le PAL, le parti de Célestin Bédigui, qui lui n'a pas choisi d'être candidat personnellement, mais a laissé la place à un autre. Reportage, Yaoundé. L'appel est lancé aux leaders de partis politiques. Le temps de la transmission est venu, pense le président du parti de l'Alliance libérale, qui choisit de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. L'honnêteté intellectuelle de savoir qu'on a fait ce qu'on pouvait faire et maintenant, il faut laisser les autres tenter leur chance. Et puis la deuxième étape, c'est qu'un parti politique n'appartient pas à un individu, un parti politique n'appartient pas à une région, un parti politique n'appartient pas à une tribu. Tu dis que oui, au pas, c'est les étoiles, c'est Monette et les suite. Non, la personne que nous avons investie, il est originaire du Nord-Ouest, il est anglophone, il n'est même pas francophone, il est jeune, il a un profil qui est tout à fait à l'opposé de tout ce qu'on peut avoir pensé du PAL jusque-là. L'option d'un candidat consensuel de l'opposition est au centre des réflexions de ce parti et des 8 autres présents au Conseil politique national du PAL. Pour le moment, tout ce que peut nous faire avancer, c'est avoir un candidat consensuel. Et ça nous réjouit nous tous. Maintenant, il faut définir le profil de ces candidats, mettre et le choisir le moment venu. Mais ça n'empêche pas que les gens présentent les candidats. Mais dans tous les cas, on en arrivera à ça. Ce samedi 12 juillet, au Palais des Congrès de Yaoundé, le parti de l'Alliance libérale a tenu son 3e congrès national en présence de plusieurs leaders de partis politiques. Voilà donc, on a fait le tour de la phase actuelle de cette émission en entrée. Juste un mot, président Ekanes, si vous pouvez me faire juste un message, on se parle et puis on cale tout cela s'il vous plaît. Nous sommes en direct en ce moment. Donc on va prendre la transition pour revenir derrière avec les panélistes et lancer le débat. Voilà donc,
retour sur le plateau. Hein. On va tout de suite initier le débat de ce soir. Je rappelle le thème qui va être affiché au bas du petit écran dans un moment. Candidature multiple, opposition divisée, fatalité ou stratégie. C'est le thème qu'on va développer avec nos deux panélistes, Marc Yanga et puis du PCRN et Mathurin Biol du SDF. D'abord, cher monsieur, à l'observation, si on rentre dans la vie des partis politiques, avez-vous le même sentiment que certains qui estiment que ces divisions ne sont pas évidemment pour conforter l'opposition et même la démocratie dans leur épanouissement dans l'espace politique? Marc. Merci de votre question, monsieur Dipita. D'abord, il faut envisager les raisons qui font que l'opposition ne s'unisse pas. La première raison que nous avons identifiée, c'est les égos surdimensionnés. C'est-à-dire que chacun dit que c'est moi et rien que moi. D'ailleurs, on a vu un acteur le dire. La deuxième raison, c'est vous la presse. Hein. Oui, c'est vous la presse. Instrumentalisé cette fois-là, hein, qui fait en sorte qu'il n'y ait pas. Parce qu'on caricature d'autres. Je vais vous montrer une image. Je ne sais pas si vos techniciens peuvent mettre ça sur l'écran. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. D'accord. Je peux la regarder. Oui, voir. oui. Ok, je vois un peu. On traite trois leaders d'hirondelles. Non, permettez-moi, c'est ça qui fait qu'il n'y ait pas unité de l'opposition. Okay. L'hirondelle, c'est quoi? C'est un oiseau migratoire qui apparaît par des périodes bien déterminées. Ça veut dire qu'on qualifie ces trois en images. Je voudrais respecter ce que vous avez dit, je ne vais même pas citer les leaders. On les caricature, on dit à l'opinion que c'est des gens qui n'apparaissent que le temps des élections, ce qui est archi faux. Et là, je prends le parti de mon leader Cabral Libi. Bon, pourquoi on ne s'attarde pas là-dessus? Vous savez qu'il y a eu un communiqué de démenti. Non, pour nous c'était une excuse. Pardon, pas un démenti, une excuse. Non, écoutez. Bon, de toute façon, au sein de l'opinion... l'opinion a reçu l'information selon laquelle le journal, on ne va pas le citer évidemment puisqu'on ne l'a pas fait, s'excuse de la méprise qui s'est passée sur leur une depuis ce matin. Et je pense qu'on n'est pas... Qui a imaginé ça? Non, ils se sont excusés. D'accord. Mais le message est passé. Non, nous sommes des humains. Vous voyez que moi, je n'étais pas au courant qu'ils sont excusés. Et ils sont nombreux, ces Camerounais, qui ne sont pas au courant, qui sont excusés. C'est ça. Je voudrais ajouter d'autres raisons. La troisième raison, c'est le jeu trouble de certains acteurs. Vous savez, quand on crée un parti politique, les objectifs sont multiples. Il y en a qui sont là simplement pour la visibilité. C'est-à-dire que lui, il est là, on dit unité de l'opposition. Son problème, c'est qu'on le voit. Et quand c'est fait, ça va. Il y a d'autres qui sont instrumentalisés pour jouer. Jouer les collabos. C'est-à-dire le jour où il est de l'opposition, et la nuit, à minuit, il fait des messes de minuit contre la même opposition. Donc, ce que vous dites ici, très rapidement, voilà, etc. Donc, avec cette ambiance-là, il est difficile, mais pas impossible. Je voudrais rappeler qu'en 1992, il y a eu 6 candidats à l'élection présidentielle. Mais il y en a un qui avait ce qu'on pourrait appeler un large consensus autour de lui. C'est Ni John Fundi de regretter mémoire. Mais il y avait Bédé Bouba qui était candidat, il y avait Adamou Damioya qui était candidat, il y avait Maoutou qui était candidat. Et c'était jusqu'à 6. Donc, vous voyez que même à l'époque là, le retour au multipartisme, avec tout l'enthousiasme débordant de l'époque, on n'a pas réussi à avoir un candidat unique de l'opposition. Notre point de vue sur cette question est clair. Le peuple va trancher. Sur le principe, l'unité de l'opposition, c'est l'idéal, sur le principe. Mais il ne faudrait pas que cela apparaisse comme... Si c'est quelque chose... Parce que quand malheureusement, le RDPC n'est pas là, eux, ils utilisent ça en disant à l'opinion que, voyez, ces gens, ils sont incapables de s'unir, et comme ils ne peuvent pas s'unir, vous nous votez. Vous voyez? Et les gens relaient cette information comme si c'était la panacée. Au Sénégal, comme vous le savez très bien, vous êtes journaliste, en mars 2024, il y a 2 prisonniers sortis de prison 10 jours avant l'élection présidentielle, ont gagné l'élection devant les anciens premiers ministres, les anciens directeurs de ci et de ça.
ils ont réussi à gagner. Alors pour nous, la vraie unité, c'est le peuple. Le peuple est souvent, quand on vient à la télévision, comme c'est le cas ici, on pense qu'on est plus intelligent que les autres. Que non. Ceux qui nous regardent là, ils sont parfois 1000 fois plus intelligents que nous. Ils sauront le moment venu trancher. D'accord. Mathurin, c'est la même question. Oui, il faut d'abord essayer d'éduquer les Camerounais un peu politiquement, parce qu'on fait beaucoup d'amalgames quand on parle d'opposition. On tend à vouloir faire croire aux gens qu'il y a un parti politique dans le monde qu'on appelle l'opposition. Il n'y en a pas. Il y a des divergences idéologiques, il y a des familles idéologiques qui se regroupent, qui peuvent se regrouper et former des alliances. Et lorsque des familles, des partis, de familles politiques différentes vont vers une entente, on peut parler à ce moment-là de coalition. Donc, il faut d'abord préciser cela à ceux qui nous écoutent et comprendre que c'est de là d'abord que partent les différences. Et maintenant, il faut être capable de transcender ces différences-là. Par exemple, pour le SDF, depuis fort longtemps, nous avons compris qu'il faut véritablement se positionner de façon claire sur le champ politique en faisant comprendre aux Camerounais que nous sommes un parti de gauche. Nous sommes un parti social-démocrate, nous sommes un parti socialiste. Ça veut dire que nous défendons les intérêts, n'est-ce pas, d'abord de tous les Camerounais, mais précisément des classes moyennes et aussi de ceux qui sont délaissés pour compte. Donc, ceci étant dit, maintenant, lorsque nous allons peut-être dans une sorte de coalition avec un autre parti politique, il faut que nos électeurs savent que nous y allons pour défendre leurs intérêts. Et là, il ne s'agit plus d'alliances ou bien alors de regroupements individuels ou bien des regroupements qui vont voir des égos s'affronter, mais c'est des regroupements qui vont se faire autour des d'intérêts entre plusieurs formations. Oui, des intérêts et autour d'un programme. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas tout simplement de dire que okay, tel individu s'aligne derrière tel autre individu, comme on souhaite regrouper les gens, parce qu'on dit que globalement nous sommes tous de l'opposition, mais nous sommes de l'opposition, mais chaque famille a des intérêts particuliers et un électorat particulier qu'il défend et dont il fait la promotion des valeurs. Donc, ce qui fait dire que pour le SDF, il est plus facile pour nous de nous regrouper avec un parti, avec les partis, n'est-ce pas, qui se revendiquent comme étant des partis socialistes, que des partis, n'est-ce pas, qui se revendiquent comme étant des partis libéraux. Donc vous n'irez pas avec le tout venant? Nous n'allons pas avec le tout venant, bien sûr. Je pense que le vice-président, le deuxième vice-président du SDF l'a dit clairement, que 0 plus 0 égale 0. Et 1 plus 0 égale 1. Ça veut dire que si on doit s'unir, il faudrait que soit vous apportez un certain nombre de valeurs, soit vous venez avec un certain nombre ici d'électeurs, n'est-ce pas? Et on se met ensemble pour travailler ensemble. Donc, ce qui veut donc dire que pour nous, les calculs que peut-être certains avancent, où il s'agit tout simplement de regrouper des dizaines de leaders politiques, ou bien peut-être des leaders politiques sur la base tout simplement du fait qu'ils ont un parti politique, ou bien ils ont en tout cas ils passent à la télévision. Ce n'est pas ça le plus important. Vous savez que l'histoire nous enseigne que de tout temps, pratiquement depuis au moins le retour au multipartisme, la multitude des candidatures au sein de l'opposition a pratiquement été fatale. Ça, c'est un fait. Répondez après, Marc. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Parce que, bon, on parle d'opposition, c'est un fait, parce que pour le RDPC, il faut toujours présenter cela comme si il y a une famille, il y a le pouvoir, je veux dire la majorité présidentielle, de l'autre côté, il y a l'opposition, mais il faut dire que même au sein de ce qu'on appelle l'opposition, il y a des partis politiques qui défendent des intérêts plutôt de la majorité présidentielle. Et il y a des partis politiques, si aujourd'hui on venait à construire ce qu'on recherche depuis très longtemps, qui est devenu comme un serpent de mer, c'est-à-dire cette candidature unique de l'opposition, si on arrive à l'obtenir, très rapidement, le RDPC va créer de nouvelles candidatures, il est présenté comme étant des candidatures d'opposition et dit au peuple que vous le voyez, donc, ces gens sont incapables de se mettre ensemble, ils sont incapables de s'unir. Voilà deux ou trois autres partis politiques qui décident de candidater alors qu'ils ont dit qu'ils se sont unis. Vous comprenez donc qu'en ce moment-là, pour nous, ça peut paraître comme étant une fatalité pour ceux qui suivent de façon aveugle cet objectif, mais pour ceux d'en face, c'est une stratégie bien montée. Bien sûr. C'est un calcul politique qui est savamment
savamment mis sur pied par leurs ingénieurs politiques, et je vais dire par leurs politologues aussi, n'est-ce pas, pour effectivement fragiliser le camp d'en face et dire que voilà, ce sont des gens qui sont toujours qui ont un égo démesuré, ce sont des gens qui n'ont pas véritablement un amour particulier pour le Cameroun, parce qu'ils ne peuvent pas mettre, n'est-ce pas, leurs intérêts personnels sous le boisseau et mettre sur la table plutôt les intérêts généraux du pays. Donc je voulais dire, pour véritablement clarifier ce que je suis en train de dire, il faut que les Camerounais savent véritablement où sont leurs intérêts. Le SDF a toujours défendu les intérêts de tous les Camerounais et en particulier des classes les plus défavorisées et en particulier la classe moyenne. Donc, ça veut dire que nous ne pouvons pas nous unir avec n'importe qui. Nous ne pouvons pas nous unir avec les gens qui ont pour intérêt d'appauvrir les Camerounais, de ne pas donner aux Camerounais les éléments de base pour pouvoir vivre aisément, tels que l'éducation, tels que la santé, tels que le déplacement et le logement. Ça sont les questions qui nous sont chères. Donc ça veut dire que si nous devons nous mettre ensemble avec un autre parti politique, il faut que ce parti politique nous montre aussi que ces questions lui sont chères. Et alors on met sur pied un programme commun de gouvernance et c'est sur la base de ce programme commun qu'on va aux élections. Je voudrais, avant que vous preniez la parole, rappeler aux téléspectateurs qu'ils peuvent participer en envoyant des messages au 673 657 555 par WhatsApp uniquement, pas d'appel. Donc vous allez envoyer tous vos messages par ce numéro-là et en sortie d'émission, on lira vos contributions qui nous seront évidemment envoyés. Je le rappelle, le 673, 657 et 555 pour vos contributions à cette émission. Je vous laisse répondre également à la question posée précédemment. Bon, c'est vous qui posez des questions, hein, mais permettez que je vous demande si vous connaissez un pays en Afrique, et même dans le monde, où à l'occasion d'une élection présidentielle, il y a un candidat face au pouvoir. Il y a toujours une multitude de candidatures. Et mon panéliste l'a si bien dit, il y en a qui sont fabriqués par le pouvoir lui-même. Donc vous ne pouvez pas réussir à avoir un seul candidat face au pouvoir. Tout à fait. Il y a ce que l'honorable Cabral Libye, notre candidat à l'élection présidentielle, appelle l'impuissance apprise. C'est-à-dire qu'on vous dit que vous êtes faible et vous acceptez que vous êtes faible. Nous, au PCR, on dit non à ça. Vous voyez cette histoire qui consiste à dire si l'opposition n'est pas unie, l'opposition ne peut pas gagner. Encore que mon collègue tout à l'heure sur le plateau a dit que la notion d'opposition, on ne comprend pas. Il y a des partis politiques. Moi, je suis PCRN et je vais à l'élection pour gagner. Donc, je ne suis pas obligé d'être avec les autres. Maintenant, si par extraordinaire, on peut s'entendre sur ces questions-là, et il a évoqué des éléments extrêmement importants. Quand on va à l'union, quand on veut se mettre ensemble, il y a quand même un certain nombre d'éléments qu'il faut mettre sur la table. Nous sommes sur le maillage territorial. En mai, nous avons fait le bilan, le 23 mai à Ankola Famba, de notre implantation sur le terrain. On était sur 285 communes. Et on s'est donc rendu compte qu'il y a 75 communes qui ne sont pas couvertes. Les équipes se sont déployées sur le terrain. Et à l'heure-ci, en dehors de la zone du NOZO, comme on dit, le reste du territoire est couvert par le PCRN. Nous comptons donc sur ça pour gagner l'élection. Dans les 25 000 bureaux de vote, vous êtes certain que oui, de toutes les façons. Oui, au lendemain du 12 octobre, appelez-nous sur le plateau, on va vous dire que nous avons 25 000. Ça, c'est clair. Je voudrais dire je voudrais dire que pour nous, la vraie coalition, c'est la coalition du peuple. C'est pour cette raison qu'après la sensibilisation pour les inscriptions sur les listes électorales, ce que nous faisons à l'heure actuelle, c'est le recrutement et la formation de ceux qui doivent nous représenter dans le bureau de vote. Et j'en appelle au patriotisme des citoyens. C'est-à-dire que quand on vous envoie dans un bureau de vote, il ne s'agit pas d'une occasion d'affaires. C'est-à-dire que le PCR vous a donné 5 000. Maintenant, si un autre arrive avec 15 000, vous travaillez pour celui qui vous a donné 15 000 francs. Il faut que les Camerounais se disent que le changement, ce n'est pas pour les partis politiques uniquement. Le changement que nous souhaitons tant, c'est pour le citoyen en général. Qu'il soit
un acteur politique, la société civile, le simple écolier qui va à l'école. Le changement est pour nous tous et nous devons travailler tous ensemble pour qu'on en arrive à ce résultat. Alors, cette multiplication de candidatures, selon vous, est-ce un handicap ou une simple stratégie, comme vous le dites, en fonction de vos idéologies, de vos calculs, de vos intérêts? On peut situer ça dans quel cadre? Incapacité de fait à se mettre ensemble ou simplement stratégie électorale pour maximiser ses chances de remporter l'élection? Bon, on va dire que les différentes coalitions n'ont pas toujours été heureuses, n'est-ce pas? Mais celle qui a été mise sur pied en 1992, qui a été portée par le feu chairman John Fundi, a été, on peut dire, bien plus que heureuse, parce que malgré les résultats qui ont été donnés par la Cour suprême, par la voix de M. Dipandamouela à l'époque, n'est-ce pas, qui donnait 39% à M. Biya et 36%, on voit que le résultat était vraiment un résultat très élogieux. Bon, et beaucoup de politologues et beaucoup de spécialistes des sciences politiques ont clairement dit que, d'ailleurs, le chairman avait été vainqueur de cette élection. Avait dit qu'au moins, cette coalition-là avait été heureuse. Maintenant, pour les autres, elles n'ont pas véritablement été... ni heureuses ni fructueuses, parce que le RDPC a su se préparer entre-temps. Donc, ayant été surpris en 1992, il ne pouvait pas, n'est-ce pas, laisser que cela se répète. Et il a travaillé vitalement afin que tous les partis politiques dits de l'opposition, qui appartiennent à ce groupe hors de ceux qui sont au pouvoir, n'est-ce pas, n'arrivent pas à s'unir autour d'une candidature. Et aujourd'hui, fatalement, on constate que cet exercice-là, de voir au moins une candidature forte, est difficile à reproduire. Mais il faut que les Camerounais comprennent que ce n'est pas véritablement, la panacée, ce n'est pas véritablement la solution idéale pour qu'on puisse voir une alternance au Cameroun un jour, ou alors un parti politique, n'est-ce pas, avec une nouvelle vision arriver au pouvoir. Il faut dire que sur les 7 500 000 électeurs pratiquement qui ont été appelés en 2018 à participer au scrutin, il n'y a que 3 500 000 qui sont sortis ce jour-là. Ça veut dire que les vainqueurs, c'était ceux qui ont boycotté le scrutin et qui sont restés à la maison. C'est 3 500 000. M. Biya a été élu pratiquement avec 2 400 voix pratiquement. Vous comprenez que c'est 3 500 000 Camerounais bien inscrits et qui avaient droit au vote, qui ont décidé de ne pas se lever le dimanche matin pour aller exercer leur droit de vote. Ce sont ceux-là, véritablement, qui doivent être interpellés, et nous devons leur dire qu'ils doivent sortir et choisir un candidat. Et ça aurait pu être quelqu'un d'autre que M. Biya. Alors, Marc, incapacité de se mettre véritablement ensemble ou stratégie électorale? Bon, les deux. Ok. Les deux. Je vous ai dit que incapacité parce qu'il y a les égos subventionnés. Donc, sur ce point-là, et les uns et les autres sont instrumentalisés. Mais c'est aussi par rapport au fait qu'il y en a, les ambitions ne sont pas les mêmes. Il y en a qui n'ont pas l'ambition présidentielle. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y en a qui viennent là pour leur visibilité. Et stratégie pour ceux qui viennent là pour leur visibilité, ils n'ont pas besoin, n'est-ce pas, ils n'ont pas d'ambition présidentielle. Mais stratégie aussi pour ceux qui viennent jouer les troubles faits. Oui, ils ont leur rôle à jouer. Peut-être que, j'ai dit tout à l'heure à propos de certains représentants dans les bureaux de vote, ce que j'ai dit là est valable aussi pour certains candidats. C'est-à-dire que pour eux, l'occasion des élections, c'est plutôt, n'est-ce pas, une occasion d'affaires. Et qu'à cette occasion, donc, il faut tout faire pour que l'opposition ne soit pas divisée. En fait, c'est la mission qu'on leur a assignée. Et je voudrais embrayer sur les stats donnés par mon collègue tout à l'heure. Vous savez, j'ai les chiffres ici. La dernière élection, il y avait 6 667 754 inscrits. Votants, 3 590 681 votants, 53% de taux de participation. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que ce n'est pas tant la division de l'opposition qui a fait que l'opposition ne gagne pas. Tout à fait. Ce sont les Camerounais qui ont fait qu'il n'y ait pas changement. Et nous pensons que cette fois-ci, ils ont pris conscience.
Parce que les Cam nous dit que nous sommes à 8 millions d'inscrits. 8 millions 200. 8 millions d'inscrits. Si les Camerounais se mobilisent comme en 92, le taux de participation était de 95%, alors qu'il n'y avait que 4 millions d'inscrits. Donc, si les Camerounais se mobilisent de cette façon-là, vous avez 95%. Ça veut dire à peu près plus de 7 500 000. Non, forcément, ça va basculer. Donc, si je comprends bien votre développement, avant que vous n'avanciez, l'opposition ne réussit pas totalement à convaincre les électeurs pour une grande mobilisation. Peut-être que l'opposition a une part de responsabilité, mais la responsabilité est partagée de ce point de vue. Pourquoi? D'abord, l'électeur lui-même. Nous sommes des hommes de terrain. Vous allez sur le terrain, vous dites à quelqu'un que bon, le vote, c'est pour bientôt, vous dites que ça me sert à quoi? Il faut mettre les tableaux dans tous les coins de rue pour expliquer aux gens le bien fondé des élections. Je disais sur notre palto avant-hier que les gens, il y en a qui restaient comme ça, ils dorment chez eux. Mais ils rêvent qu'en se réveillant le matin, ils vont se retrouver à Manhattan avec les avenues, avec les gratte-ciel. Les autres ont travaillé. Eux, ils n'ont pas travaillé, ils se réveillent simplement dans cet environnement-là et ils en profitent. Que non. Cette fois-ci, nous devons tous travailler. Donc la part de l'opposition est là, la part de l'électeur est là. Et la part du pouvoir, souvenez-vous de ce que le président actuel a dit aux jeunes à une certaine époque. L'école aux écoliers, la politique aux politiciens. Et quand on sait que c'est dans cette tranche d'âge-là qu'il y a beaucoup d'électeurs, vous comprenez que cette stratégie a marché. Hein? C'est comme si on a anesthésié, n'est-ce pas, la jeunesse, mais on a la conviction que cette fois-ci... Vous allez certainement ajouter, mais je pose la question qui suit, vous répondrez une fois. Y a-t-il, je veux dire, au regard du contexte actuel, au regard des tractations, des différents partis politiques, il y a des mouvements, des ensembles qui sont mis je veux dire, qui dialoguent, qui c'est peut-être une candidature consensuelle. Court-on le risque de répéter le scénario qui c'est peut-être de 2018? Bon, c'est-à-dire quoi, qu'il n'y ait pas une coalition? Non seulement qu'il n'y ait pas une coalition, mais que tout cela que ça se termine dans une débandade totale. Au début, les partis ont essayé de dialoguer, et ensuite, les uns accusaient les autres d'avoir été des traîtres, d'avoir pris de l'argent et autres. Non, on ne va pas préparer les esprits des Camerounais au fatalisme en leur disant que, bon, voilà, si il n'y a pas union de l'opposition, forcément, M. Biya sera réélu. Non. Ça, c'est une façon, ça fait partie peut-être des stratégies qui sont mises sur pied par les ingénieurs politiques du RDPC, n'est-ce pas, pour faire croire que, voilà, effectivement, la seule façon de battre M. Biya, il faut automatiquement qu'il y ait une union de tous les leaders politiques de l'opposition face à M. Biya. Non, les électeurs camerounais, nous l'avons dit, sont ceux qui peuvent déterminer. Cette élection à un seul tour a été faite à dessein, justement, pour qu'on fasse toujours croire que la seule façon de battre le régime de M. Biya, de battre le RDPC, c'est que tous les autres partis politiques s'unissent contre lui parce qu'il est au pouvoir. Non, si les électeurs, les près de 3 millions d'électeurs qui ont refusé de se lever le dimanche matin en octobre 2018, n'est-ce pas, s'étaient levés et avaient voté pour un candidat dit de l'opposition, je pense qu'aujourd'hui on ne parlerait plus du RDPC. Donc c'est à cela que nous les appelons le 12 octobre prochain, de prendre leur destin en main, de se dire que voilà, je vais choisir parmi les différentes offres qui me seront présentées, une offre qui porte, n'est-ce pas, une offre qui est intéressante pour la défense de mes intérêts, une offre qui est importante pour mon avenir ici au Cameroun, une offre qui me permettra d'avoir un destin où j'ai la possibilité d'avoir un logement décent, j'ai la possibilité de me soigner, avoir une assurance maladie, j'ai la possibilité de me déplacer aisément et j'ai la possibilité de me vêtir, n'est-ce pas, aussi aisément. Donc voilà véritablement ces secteurs, ces domaines sociaux qui doivent intéresser les Camerounais et qui doivent les mobiliser. Et non pas de croire que si l'opposition tout entière ne s'unit pas, M. Biya forcément sera vainqueur. Marc, faut-il fondamentalement diaboliser la multitude de candidatures? Est-elle forcément une mauvaise chose? Est-elle forcément vouée à l'échec? Je vous laisse répondre et vous pourrez ajouter également la question précédente. D'accord. Je commence par la question précédente. D'accord. En 92, je vous donne quelques stats.
M. Biya a eu 1 185 466 voix. Ça correspond à 39,98%. Quand vous faites une arithmétique simple, vous allez vous rendre compte que l'opposition avait gagné cette élection. C'est-à-dire que si on additionnait les voix de l'opposition, bon, je mets entre parenthèses ce que le camarade du SDF a dit tout à l'heure, l'opposition avait un peu plus de 60% des suffrages exprimés de 92. Mais si vous quittez 92, en 97, le pouvoir, M. Biya a 92%. Vous quittez 97 pour 2004, il a 70%. Vous quittez 2018, il a 71,28%. Ça veut dire que si vous additionnez l'opposition perd. Ça veut dire que même si... Au fur et à mesure que le temps passe. Même si on avait fait l'unité d'opposition, moi je donne la faute à qui? La faute au peuple. Parce que, oui, justement. Parce qu'en 92, comme je l'ai dit et je le répète, je martèle, le peuple s'était mobilisé pour aller aux élections. Si le peuple se mobilise, et il y avait 6 candidatures, je vous ai dit ça. Donc, 5 contre, n'est-ce pas, le président actuel. Donc, s'il y a même 15 candidatures pour l'élection qui vient en octobre, le peuple sait faire la coalition autour d'un candidat. Et le peuple va le faire. Et nous pensons que le peuple fera la coalition autour de Cabral Libye. Ah, oui. Vous avez la même conviction. Bon, je pense que sa conviction est légitime. Et moi, j'aimerais dire que les Camerounais, ils sont véritablement matures pour savoir qu'aujourd'hui, après 35 années, le SDF est plus que prêt pour gouverner. Et que le SDF est le prochain parti au pouvoir au Cameroun. Et moi, j'aimerais dire aussi... parce que, effectivement, on a parlé en début d'émission d'un parti politique qui a, je vais dire, d'un journal qui a titré à sa une les hirondelles politiques. Et pour illustrer cette une-là, a présenté parmi les figures, la figure de Joshua aussi. Je pense que pour un parti politique, n'est-ce pas, comme le SDF, dirigé par Joshua aussi, on ne peut pas prétendre que le SDF, n'est-ce pas, pourrait faire partie, son leader pourrait faire partie d'une telle une pour illustrer un tel titre. Parce que le SDF, le leader du SDF depuis 3 ans a fait 3 fois le tour du Cameroun. Le leader du SDF est actuellement toujours en train de travailler, n'est-ce pas? Et l'organe dirigeant ne compte pas le nombre de fois qu'il a fait le tour du Cameroun. L'organe dirigeant du SDF, le NEC, n'est-ce pas, se tient quasiment tous les 3 mois. Et toutes les structures du SDF sont en permanence en train de travailler. Et on le voit à chaque fois, les communiqués, les actions. Et d'ailleurs, le 20 mai dernier, on a vu la démonstration de force du SDF sur tout le territoire national. Des milliers et des milliers de Camerounais sont sortis, n'est-ce pas, pour défiler sous la bannière du SDF. Et voilà pourquoi moi-même, personnellement, lorsque j'ai vu le titre de ce journal, je l'ai regretté. Et si la rédaction de ce journal a publié effectivement un communiqué pour s'en excuser, on prend acte. Mais je pense que les Camerounais sont suffisamment matures pour comprendre que 35 années après, le SDF ne peut pas être considéré comme ce journal l'a prétendu. Et le SDF est parti prêt pour gouverner ce pays. Les candidatures multiples diminuent-elles l'électorat de l'opposition ou alors participent-elles à la promotion des idées développées, à la promotion des idéologies, à la promotion des programmes et projets politiques de ces partis politiques? Si on refuse de dire que la multitude des candidatures va provoquer la dispersion de voix, c'est qu'on n'est pas de bonne foi. Ça, c'est clair. D'accord. Parce que, dites-vous bien, si nous 3 ici, chacun est candidat, il y a de fortes chances que chacun ait des personnes intimes qui vont absolument voter pour lui. Donc, de ce point de vue, mais si le peuple se lève, le peuple, depuis au moins 2018, voit le déploiement des leaders politiques et des partis politiques sur le terrain. Il a dit que son leader a fait le tour 3 fois du Cameroun. Notre leader... Depuis 3 ans. Oui, depuis 3 ans. Notre leader, lui, son job tous les jours, c'est de faire le tour du Cameroun. Vous avez vu comment on le chasse même. Il dit que je viens, mais on dit que tu ne viens pas. Donc, il fait le tour du Cameroun. Il est programmé pour Maroua dans quelques jours. Donc, c'est son dada. Il a donc pu convaincre les Camerounais
Et nous pensons que avec ce travail, ce dynamisme, cette mobilisation que nous faisons et que nous allons faire davantage à l'occasion de cette campagne électorale, nous pensons que le peuple saura faire le choix. Et donc, la dispersion n'aura pas un impact significatif, n'est-ce pas, sur le résultat. Oui, il faut comprendre que lorsque vous allez chasser un gibier, quand vous êtes nombreux, ce n'est pas aussi une mauvaise chose. C'est d'ailleurs la technique des grands félins. Voilà. Donc ça veut dire que normalement, le fait que nous soyons qu'il y ait plusieurs candidats qui parlent au peuple et qui sensibilisent le peuple, ça devrait plutôt profiter à l'opposition. Ça devrait plutôt, n'est-ce pas, ouvrir les yeux au peuple camerounais afin qu'un grand nombre il sorte et qu'il aille voter. Les stratèges du RDPC pensent que c'est forcément toujours une mauvaise chose, mais ça peut se retourner contre le RDPC. Donc, c'est au peuple, c'est le peuple qui décide. Et aujourd'hui, il y a 8 200 000 Camerounais qui sont, en attendant que le fichier soit toiletté, n'est-ce pas, il y a 8 200 000 Camerounais, n'est-ce pas, pratiquement, qui sont inscrits sur les listes électorales. Et vous pensez bien que si ces 8 millions se déplacent et que, je peux dire, 7 millions choisissent un parti de l'opposition ou alors choisissent cette famille politique-là, il va sans dire que les 1 million restants, n'est-ce pas, ne pourront pas faire la balance et permettre à M. Biya, à 93 ans, de continuer à diriger ce pays. D'accord, nous sommes en train d'assister, du moins c'est la phase de dépôt des candidatures en ce moment, le 16 jusqu'au 22. Donc la semaine prochaine, les partis depuis le 12 ont eu 10 jours, ou du moins ont 10 jours pour de par la loi déposer leur candidature, et puis les camps fera la suite. Dans cet espace-temps, ou du moins au-delà, parce que les choses, au fur et à mesure qu'on avance, les choses vont mieux se préciser. D'ailleurs, on saura quel parti porte telle candidature ou telle autre. Première chose. Maintenant, une fois que les candidatures seront déposées, les camps vont faire la publication officielle des candidatures. Ils ont 20 jours. Et puis derrière, donc, il y a une autre question primordiale qui reviendra. Les plateformes de l'opposition pourront-elles encore, et cette fois-là, avec les partants définitifs, pourront-elles survivre aux pressions? Pourront-elles être confortées dans l'ambition de vos militants de fédérer toutes les forces et pouvoir remporter cette élection? Oui, nous allons continuer à marteler que, avec ou sans unité de l'opposition, nous pouvons gagner et nous devons gagner cette élection. Mais maintenant, vous savez que la loi précise que, avant l'impression des bulletins de vote, il y a la possibilité de se retirer comme candidat, même si vous avez déjà déposé votre dossier. Donc nous pensons que dans cet intervalle-là, il peut y avoir un certain nombre de choses, un certain nombre de tractations qui peuvent aboutir, n'est-ce pas, à une candidature non pas unique de l'opposition, mais au moins une candidature de large consensus. C'est-à-dire que le candidat puisse se rassembler. Vous avez suivi dans votre reportage tout à l'heure, vous avez le président Bizigi. Le président Bizigi, il semble que son intervention va dans ce sens. Parti de l'Alliance libérale. Oui, lui n'est pas candidat et puis il pense que, d'ailleurs, il a dit dans une autre intervention que lui pense que c'est le temps de la jeunesse et que, bon, les gens de son âge, le président de la République, un certain nombre que je ne citerai pas ici, peuvent laisser que, n'est-ce pas, la jeunesse puisse prendre le relais parce qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire, ils n'en peuvent plus, en tout cas ils n'ont plus rien à proposer au peuple. Donc, dans cet intervalle-là, il y a la possibilité, et le dialogue n'est pas complètement rompu, et il peut y avoir le miracle, mais dans tous les cas, le message que nous donnons au peuple, c'est que faut jamais rêver que le 12 octobre, on aura face à M. Biya un candidat réputé de l'opposition. Il n'y en aura pas. Puisque parmi les dossiers qui vont être validés, il y a des troubles faits qui auront leur dossier là, qui auront la mission de dire que nous, on ne veut pas de l'unité de l'opposition. C'est clair. Tout à fait. C'est clair. Et justement, c'est la prochaine question. À 100 jours environ, nous sommes à 88 jours,
est-il encore possible de travailler dans le sens d'une candidature consensuelle? Bon, nous travaillons forcément. Nous pensons qu'une candidature forte, candidature consensuelle pourrait être, n'est-ce pas, un avantage. Mais je dis, et je persiste, ce n'est pas une panacée. Et récemment, au Sénégal, le président Diomaye Faye a été élu au premier tour avec, je pense, près de 60%. 54,48. Voilà. Donc, vous comprenez donc qu'il n'a pas forcément eu besoin au Sénégal, il n'y a pas eu besoin d'une candidature unique de l'opposition. À cette élection, il y avait plusieurs anciens premiers ministres, il y avait plusieurs anciens maires de Dakar. Donc, et Diomaye Faye, lui, un jeune fonctionnaire, n'est-ce pas, des douanes, n'est-ce pas, soutenu par le PASTEF, est arrivé premier avec la majorité absolue au premier tour. Donc, les Camerounais peuvent faire la même chose en soutenant le SDF, en votant pour Joshua aussi, par exemple, n'est-ce pas, dès le premier tour. Et évidemment, on parlera plutôt d'une alternance au Cameroun avec possibilité d'une alternative effective parce que le SDF est un parti de gauche, un parti socialiste qui viendra évidemment maintenant inverser la donne qui a été pendant près de 40 ans, qui a été une donne libérale où le peuple a été appauvri, où aujourd'hui les étudiants sont obligés de payer des taux très élevés dans des universités d'État pour pouvoir avoir un avenir et malgré cela, au terme de leurs études, n'arrivent pas à trouver des emplois. Aujourd'hui, dans les hôpitaux, il faut payer des sommes exorbitantes pour pouvoir se soigner. Et même quand on dit qu'il y a une gratuité au niveau des hôpitaux pour les enfants de 5 ans, lorsque vous arrivez avec votre enfant de moins de 5 ans, on vous demande encore de payer alors que officiellement la gratuité a été déclarée pour ces cas-là. Et ça va, il en est de même pour les enfants au niveau de l'éducation au primaire. On nous parle d'une éducation gratuite, ce n'est pas le cas. Nous avons dit que toutes ces mesures libérales-là seront donc pour le passé et seront évacuées et on aura maintenant un gouvernement véritablement de gauche qui pourra travailler pour les Camerounais, un gouvernement socialiste et qui travaillera pour l'amélioration de toutes les conditions de vie des Camerounais. Mais quel rôle pour les intellectuels, la société civile, les religieux, les chefs traditionnels, la diaspora dans un mécanisme de un rôle extrêmement important. Un rôle extrêmement important. Et vous avez suivi l'actualité de l'Église catholique avec les évêques qui ont appelé à un changement. Ils ont même le nom. Même si le nom, c'est aller rendre visite, une visite diplomatique. C'est la diplomatie. C'est la diplomatie. Mais elle aussi, nous sommes convaincus que l'Église catholique... Elle n'est pas inopportune, cette diplomatie. Oui, bien sûr. Non, on veut dire que l'Église catholique, pour ne parler que d'elle, a pris sa position. Parce qu'ils ont dressé le porteur robot, n'est-ce pas, de leur candidat. Et vous voyez qu'il y en a qui sont éliminés par ça. Quelqu'un qui soit capable, par exemple, de faire, n'est-ce pas, de faire le tour du Cameroun. Bien sûr. Je ne pense pas que le candidat du pouvoir soit capable de faire le tour de Yaoundé. Et donc, nous, on a un candidat qui a pour mission de faire le tour du Cameroun pour, n'est-ce pas, toucher du doigt la réalité du Cameroun. Donc, le rôle de la diaspora, très important. Vous savez que la diaspora a... Son rôle est multiforme. Ils ont un important soutien financier qu'ils peuvent apporter, n'est-ce pas, dans cet élan. Bien sûr. Et ils votent aussi, n'est-ce pas. Et ils peuvent même influencer le vote. Ils peuvent influencer le vote, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un à l'étranger qui vous dit vraiment, nous souhaitons qu'il y ait le changement, nous pensons que c'est Cabral Libye la solution, il faut voter Cabral Libye. Ça peut jouer quelque chose. Et les religieux, et même les autres obédiences, les musulmans et autres là, tous en appellent au changement. Tous parlent d'élections paisibles. Donc, ils ont un rôle important. Prier pour qu'il y ait la paix au Cameroun, mais prier aussi pour qu'il y ait changement. Parce que la paix, cette fois-ci, c'est le changement. S'il n'y a pas de changement au Cameroun le 12 octobre, ce sera difficile qu'il y ait la paix. Non, on ne peut pas dire ça. Non. Je dis, la paix n'est pas... C'est pas le bruit des armes. Moi, je ne parle pas de ça. D'ailleurs, chez nous, on ne parle pas de ce genre de trucs. La paix, on ne peut pas être en paix quand on a faim. Il faut la rupture. Non, mais en même temps, il faut la rupture. Attention. Nous disons... En même temps, je pense qu'il ne faut pas faire un jeu de mots. Parce que quand vous opposez le non-changement à la paix, ce que vous expliquez après
le téléspectateur qui nous écoute n'a pas forcément la même compréhension. Non. C'est pour ça qu'il faut être clair. Oui, je suis clair. Je suis clair. Les Camerounais veulent du changement. Pourquoi? Parce qu'ils ont faim. Et ils pensent donc qu'un autre va provoquer un changement de paradigme. J'ai l'habitude de poser souvent une question. Vous pensez par exemple que le ministre Jean de Dieu Momo veut le changement? Donc nous ne sommes pas dans l'absolutisme. Vous êtes de l'opposition, c'est clair que vous voulez arriver au pouvoir, vous voulez le changement. Oui. Mais ce n'est pas une loi 100%, ce n'est pas une loi absolue. Il y a des Camerounais qui veulent le statu quo. Il faut aussi le dire. Non, c'est tout à fait d'accord. Hein. Voilà. Celui qui est dans la mangeoire, il veut le statu quo. Non, ça, pas forcément la mangeoire. Ils sont pas... Non, vraiment... de toute façon, celui qui est dans les privilèges du pouvoir veut le statu quo. Oui. Tous ces fonctionnaires-là ne sont pas forcément dans la mangeoire. Oui. Ils ne sont pas forcément dans les privilèges du pouvoir. Et vous avez le sentiment que tous ces fonctionnaires veulent le statu quo? Est-ce que vous avez le sentiment que tous veulent le changement? Non, tous ne peuvent pas. C'est pour ça que je dis que évitons les extrêmes. Non, on évite évitons les extrêmes. Je ne prends position pour personne, mais évitons ces extrêmes-là. Oui. Il y en a qui veulent, c'est clair. Il y en a qui ne veulent pas. Je suis d'accord avec vous aussi. Mais vous êtes journaliste. Allez dans la rue. Oui. Allez dans la rue. Mais je vous ai posé une question. Oui. Vous pensez que Jean de Dieu Momo veut que ça change? Non, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à sa place. Mais il le dit tous les jours qu'il ne veut pas que ça change. Voilà. Et il dit tous les jours que... Il soutient le président. Il est quand même ministre, non? Non, c'est pas pour autant. Mais non, c'est peut-être un exemple. Vous croyez que Charles Elizan, qui nous a planté cet après-midi, ce soir, qui devait venir, vous pensez qu'il veut que ça change? Non, il ne veut pas. Mais il n'est pas ministre. Non, il est grand conseiller à la mairie de la ville. Bon, il y a plein de... Non, en tout cas, il a une position... Oriol Choumi. Non. Oriol Choumi. C'est un collègue d'ailleurs. Il n'est pas conseiller, il n'est pas ministre. C'est un de vos collègues qui se bat comme tous les Camerounais. Il n'a pas de privilège. Non, il a espoir. Quand je cause avec Oriol, il a espoir que demain matin... Vous n'avez pas espoir. Non, attendez. Si vous avez au pouvoir là, vous... Voici l'espoir des gens, ceux qui sont dans le camp du pouvoir. Leur espoir, c'est que M. Dipita va quitter, je vais le remplacer. Non, ce que je voulais c'est leur espoir. Notre espoir, c'est qu'il y ait une rupture qui permette qui vous permet aussi de venir, de remplacer les autres. Non, pas moi forcément. Mais pourquoi vous pensez que les autres... À la majorité écrasante des Camerounais. Je suis en train de dire que ne laissons pas cette idée passer dans l'opinion. C'est important. Tout le monde ne souhaitera pas qu'il y ait changement et à juste titre. C'est important de ne pas laisser cette idée passer dans l'opinion. Que de dire que ceux qui ne veulent pas le changement, c'est parce qu'ils sont dans la mangeoire. C'est parce que s'il n'y a pas le changement, il n'y aura pas de paix. Ne laissons pas passer cette idée. Ça construit des mécanismes qui peuvent être incontrôlables. Non. Nous ne sommes pas dans ce paradigme-là. Bon, sortons de ce débat. Oui, nous ne sommes pas dans ce paradigme-là. D'accord. Nous sommes dans un paradigme de paix. C'est pour cette raison que nous disons que nous allons aux élections. Et nous l'avons toujours dit. D'accord. C'est ça, nous l'avons toujours dit. Mathurin, rôle des intellectuels, de la société civile, des chefs traditionnels, de la diaspora, dans ce jeu multiple de candidatures au sein de l'opinion. Non, tous ces corps, n'est-ce pas, les intellectuels, la société civile, la diaspora, ils ont leur rôle à jouer. Et nous considérons qu'ils ont même un très grand rôle à jouer, surtout pour le Cameroun, tous ces corps-là, ils sont toujours intervenus. Bon, la diaspora également, voilà pourquoi au SDF, nous leur accordons une valeur très importante et nous travaillons, n'est-ce pas, pour satisfaire un certain nombre de leurs doléances. Nous avons même dans le cadre de l'organigramme de notre parti, nous avons des structures à l'extérieur dont certaines parties du monde sont considérées comme étant des régions et ont donc leurs droits et leurs mots, n'est-ce pas, non seulement dans l'élaboration du programme, mais dans l'élaboration du fonctionnement du parti. Donc pour la société civile, je pense que pour qu'elle soit entendue, il faut qu'elle s'exprime. Bien sûr. Et qu'elle parle et qu'elle agisse. Donc, et tous les autres, n'est-ce pas, tous les autres segments aussi de la société, comme les chefferies traditionnelles, malheureusement, depuis très longtemps, n'est-ce pas, on a constaté que ces structures, alors ces organes-là, les chefferies, n'est-ce pas, se sont toujours alignés de façon aveugle dans le soutien parfois très intéressés au régime en place, parce qu'ils sont considérés comme étant des auxiliaires de l'administration et qui ne veulent pas être coupés d'un certain nombre de privilèges que l'administration leur donne, qui fait qu'ils ne s'associent pas souvent à la défense des intérêts des populations. Ça devrait être le cas cette fois-ci. Il faut qu'ils prennent leur courage en main, il faut qu'ils prennent, n'est-ce pas, leurs engagements très au sérieux et qu'ils se décident finalement
à s'allier avec le peuple et a décidé de permettre au Cameroun d'avoir possibilité de mettre sur pied une alternative au régime en place. Je ne parle pas d'une alternance, je dis une alternative, c'est-à-dire une nouvelle vision de la société, un nouveau projet de société et un nouvel avenir pour ce pays. Donc, je pense que globalement, on parlait tout à l'heure de paix. Tous les Camerounais sont attachés à la paix depuis une quarantaine d'années. On voit les mouvements qui s'opèrent un peu partout en Afrique. On voit ce qui se passe actuellement où nous parlons, ce qui se passe au Kenya, où la population, n'est-ce pas, exprime de façon particulière leurs opinions et leurs volontés. On voit ce qui se passe ailleurs, mais ici au Cameroun, on constate que le peuple est très résilient. Et nous avons toujours dit que nous arrivons au pouvoir par les urnes, mais nous savons que le peuple est souverain et sa souveraineté peut l'exprimer à tout moment comme il le convient, comme ça lui convient. Et nous souhaitons seulement que cette souveraineté-là s'exprime dans les urnes et que le candidat qui porte véritablement l'espoir et qui porte leurs intérêts soit élu. Et je pense que ce candidat-là, c'est le question de sortie à chacun de vous avant de prendre un ou deux messages envoyés par nos téléspectateurs. Alors, dites-moi, dans quelles conditions le PCRN ou le SDF acceptera-t-il d'aller dans une coalition, à condition que leur candidat est le candidat investi, ou y aurait-il d'autres mécanismes? Marc d'abord. D'abord, la première condition, c'est l'humilité. Ok. Vous ne pouvez pas me dire, venez à la coalition, mais comme vous venez là, c'est moi le chef de file de la coalition. Ça, c'est manquer de respect aux gens. Ça, donc, première condition, l'humilité. Deuxième condition, la prise en compte des acquis. D'accord. Le fait de créer un parti politique ne suffit pas. Ou alors on crée un parti politique et on vient dans les médias chaque fois pour parler de son parti politique. L'élection présidentielle, c'est une affaire d'appareil. En tout cas, les élections en général. Il faut donc avoir des structures partout sur l'ensemble du territoire. Une petite évaluation quand même, que comme mon ami du SDF est là, le PCRN est ici, est-ce que nous pouvons coaliser? J'ai dit oui, nous pouvons coaliser parce que nous savons qu'ils ont des structures sur le terrain. Ils savent que nous avons des structures sur le terrain. Et en ce moment-là, on peut faire des arbitrages pour voir. Non, le président Cabral Libi est ouvert. Il est prêt à se mettre derrière quelqu'un pourvu qu'il y ait l'humilité, pourvu qu'il y ait la preuve que chacun a travaillé. C'est ça. D'accord. Mathurin. Oui, je pense que nous apprécions beaucoup, n'est-ce pas, le PCRN. Sa main tendue. Oui, la main tendue. Et nous voyons son développement sur le terrain, nous voyons, n'est-ce pas, son fonctionnement. Et je pense qu'au niveau même du sommet de nos deux formations, j'ai toujours eu à apprécier, à constater, à voir, n'est-ce pas, comment est-ce que les deux leaders s'apprécient. Donc l'honorable Joshua aussi et le président Cabral Libi. Je pense qu'il y aura toujours une possibilité pour le SDF et le PCRN de travailler un jour ensemble. Mais ça se décide au niveau du sommet, au niveau, n'est-ce pas, soit du NEC pour le SDF et pour D'accord, on ne prendra que deux messages ce soir. Le premier, c'est une question à vous poser. Que peut notre opposition sans une véritable coalition des leaders connus face à la machine électorale en face? Nos leaders rêvent chacun de contrôler le budget du pays. Alors que peuvent-ils face à la machine électorale en face? Vous voulez dire face au RDPC? Oui, certainement. Que peut notre opposition sans une véritable coalition des leaders connus face à la machine électorale en face? Non, il faut dire... C'est Mbok Andresson. Il faut dire aux Camerounais clairement que la balle est dans leur camp. Ce sont les électeurs qui décident. Là, ils posent la question comme c'est nous qui décidons. Ce sont eux les électeurs, ce sont eux qui décident que s'ils veulent véritablement qu'il y ait une alternance au Cameroun, demain matin ou alors le 12 octobre, n'est-ce pas, il y aura cette alternance-là. Donc les électeurs camerounais, il faut qu'on leur dise que leur façon parfois de rester à la maison le jour du scrutin, là les chiffres le disent, près de 3 millions de Camerounais ne se sont pas déplacés en
2018 pour aller voter. Et vous constatez que s'ils s'étaient déplacés, les choses auraient été différentes. Donc, il faut qu'ils sachent tous que nous les attendons que le jour du scrutin. Nous allons voter, nous allons sortir pour voter. Eux aussi doivent sortir pour voter les électeurs. Et nous avons la clé entre nos mains. Notre destin est entre nos propres mains. C'est à nous de décider et les choses vont changer. Je réitère qu'il n'y aura pas un candidat unique de l'opposition. Même pas un candidat consensuel. Il pourrait y avoir un candidat de large consensus. Il faut que les auditeurs, les téléspectateurs retiennent ça. Et qu'ils refusent l'idée selon laquelle s'il n'y a pas de coalition, on ne peut pas gagner. Il faut qu'ils refusent ça. D'ailleurs, la balle, et je suis d'accord avec mon collègue, la balle est dans leur camp. Notre mission à nous, à l'heure actuelle, c'est de les sensibiliser, de les former, de leur demander d'aller massivement au vote. Pourquoi pas 100% de participation au vote? Tout à fait. Est-ce que c'est interdit? Et surtout, de contrôler le vote. La machine prospère là où nous sommes absents. Vous ne pouvez pas venir justifier que vous avez gagné une élection alors que vous avez le tiers des procès-verbaux. C'est-à-dire qu'ici, il y a 30 000 bureaux de vote. Vous avez 10 000 procès-verbaux et vous dites que vous avez gagné l'élection. Faisons notre part. Et j'ai dit encore pour sortir que nous refusons l'impuissance apprise. D'accord. Nous pouvons être forts à condition que nous nous mettions au travail et résolument au travail. Boniface Tass, depuis Douala, il serait primordial de faire des coalitions avec les grands leaders comme le PCRN, le MRC, le SDF, le PURS et autres pour le bien de tous. Les Camerounais sont fatigués. Bon, bref. Disons qu'il recommande... Si les Camerounais sont fatigués, une fois de plus, d'abord, on vous l'a dit là, la période qui précédait, il fallait s'inscrire. Pour ceux qui sont inscrits, et les Camerounais parlent de 8 200 000 pratiquement, sortez ce jour-là et votez. Et allez voter. Et les choses vont forcément, n'est-ce pas, avancer et changer dans le sens qui vous convient. Marc Yanga, merci. Mathurin Biol, merci également. Merci. D'être passé ce soir. On regrette l'absence de Charles Elisan qui est attendu pour le compte de son parti, le RDPC. Il n'est pas Yaoundé pour les 40 millions. Et il nous l'aurait dit. Demain, le thème sera consacré à la sécurité électorale. Garantir la paix, prévenir les troubles, c'est l'un des enjeux majeurs de ce scrutin. Et d'ailleurs, ça tourne un peu dans le champ lexical du thème de la conférence des gouverneurs semestriels, cette conférence qui a lieu, qui s'est ouverte aujourd'hui. Bonsoir, merci et à demain 18h30. Derrière, retrouvez Oriane Donquin et Oni Ladonnette à partir de 20h pour le journal bilingue d'information sur notre chaîne. À demain.